Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, est soupçonné de corruption. Il est accusé par la BBC d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers, une somme de 250 000 $. Il dément formellement. Au Soudan, l'armée a démantelé le campement des manifestants autour de leur QG. Les manifestants occupaient les lieux depuis le 6 avril. L'opération aurait fait au moins 13 morts selon le bilan donné par le comité central des médecins soudanais. Et puis, Anthony Kinzo, le directeur national de l'Agence pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, vante l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Mais pour les entrepreneurs locaux, des efforts restent à faire. Mais tout d'abord au Sénégal, scandale énergétique de 10 milliards de $. Une enquête menée par la BBC implique le frère du chef de l'État Macky Sall. Aliou Sall est accusé par la BBC d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers. La BBC évoque un versement douteux de 250 000 $. À l'époque, il était salarié de l'homme d'affaires Franck Timis qui a obtenu les concessions au large du Sénégal. Des accusations qu'Aliou Sall et Franck Timis démente formellement. Écoutons justement la réponse formulée par Aliou Sall qui tenait ce lundi 3 juin une conférence de presse à Dakar. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l'existence est signalée, comme toute autre entreprise créée au Sénégal, sur le site de l'APIX. Il n'y a donc aucune volonté de cacher son existence. Elle n'est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. Au Soudan, l'armée donne l'assaut contre le sitting des manifestants devant leur quartier général. Ce lundi 3 juin, les forces soudanaises sont intervenues contre les manifestants qui campaient depuis des semaines dans le centre de Khartoum, selon le mouvement de contestation. Un comité de médecins affiliés aux manifestants fait état d'au moins 13 morts et d'une centaine de blessés. De leur côté, les militaires nient avoir utilisé la force pour disperser ce sitting. Écoutez l'analyse du spécialiste politique Boubacar Ba. C'est un nouveau paradigme dans cette confrontation entre les militaires qui jusque-là étaient quand même bien vus par la population. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est eux qui ont fait partie, peut-être même entre guillemets, Omar el-Béchir, et qu'ils étaient le soutien de la population et visiblement, ils donnaient l'impression de vouloir un petit peu changer les choses. Et là, aujourd'hui, ils changent de paradigme parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec ces civils qui, quelque part, veulent tout simplement renverser la table, et eux, militaires, c'est pas seulement leur poste militaire qui leur pose problème, mais c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'application de la charia. Ils veulent maintenir l'application, que la charia soit la seule source d'inspiration de la loi au Soudan, et visiblement, les populations n'en veulent pas. Et ils sont tête là-dedans parce que ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir, ça fait 30 ans qu'ils appliquent la charia et visiblement les populations n'en veulent pas. Et les différents dirigeants de la junte militaire sont allés ces derniers temps voir les différents pays arabes de la zone qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui quelque part aimeraient sûrement dû influencer négativement ces autorités militaires pour qu'ils imposent la charia dans leur pays, et ils sont peut-être repartis de là-bas avec une assurance qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de la population et que ça ne leur retomberait pas dessus. Donc là, en ce moment, il y a un changement de paradigme. Comment la population va réagir par rapport à cela? Va-t-elle continuer à manifester tous les soirs devant les portes de l'armée? Ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Est-ce que les négociations vont pouvoir reprendre? Est-ce que l'armée va pouvoir reprendre les négociations avec les civils? Ou tout simplement, on va passer de Charib à Silla, c'est-à-dire qu'on va passer de Omar el-Béchir à un autre dictateur qui va venir imposer la charia et que finalement on retombe à la case départ.
La parité, c'est ce que demande au Tchad l'organisation des femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie pour les prochaines échéances électorales. Les cadres du parti y voient un challenge face aux habitudes sociales et culturelles qui ne favorisent pas l'implication des femmes en politique. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Nathalie Mo. En marge de leur assemblée générale qui s'est tenue du 31 mai au 1er juin 2019 dans la capitale N'Djamena, l'organisation des femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie vise la parité dans les candidatures aux prochaines échéances électorales. Elles comptent ainsi jouer leur partition dans les fonctions électives conformément à la loi sur la parité au Tchad et espèrent convaincre les femmes à s'impliquer davantage dans la politique. Vous savez que dans le parti politique, les femmes sont toujours à la queue. Nous ne voulons pas nous affirmer. Ça, c'est notre faute. Ou soit nous, on attend pour que les élections s'approchent et nous sortons nombreuses, c'est pour applaudir les hommes. Mais l'heure n'est plus à l'applaudissement pour les hommes. Nous devons nous affirmer pour arracher maintenant notre parité. Une revendication que les cadres du parti trouvent légitime mais très ambitieuse parce qu'ils estiment que les pesanteurs sociales et culturelles sont très présentes dans les prises de décision à travers le pays et ne favorisent pas l'implication effective des femmes dans la lutte politique. C'est trop facile de dire que la femme est notre mère, notre épouse et notre consultante. On oublie souvent de dire que la femme est la vraie combattante de liberté. Pour rappel, selon le dernier recensement général de la population, les femmes représentent environ 53% de la population tchadienne. Mais ce fort pourcentage ne se traduit pas dans les fonctions électives et nominatives dans le pays, cause du faible engagement de ces dernières dans la politique. La République démocratique du Congo, un pays aux multiples atouts pour les investisseurs, c'est ce qu'estime Anthony Kinzo, le directeur national de l'Agence pour la promotion des investissements du pays. Les entrepreneurs locaux ont tout un autre discours. Ils demandent l'appui financier de l'État. Les précisions de Nathalie Mo. En République démocratique du Congo, le gouvernement travaille à l'amélioration du climat des affaires. Dans cette logique, l'impôt sur le revenu des entreprises a été établi à 30%. Dans le même temps, le coût de la création d'entreprises est passé de $120 en 2018 à $90 en 2019 et les taux de pénalité sont passés de 16% par jour à 2% par mois. Une des dernières choses qu'il faut mettre en exergue pour avoir une compétitivité au niveau de la nation, et ça, je pense que le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements devrait porter ce message, c'est de travailler sur la simplification. Nous avons beaucoup de superpositions de textes qui finalement rendent la situation très floue, aussi bien pour les opérateurs économiques domestiques que pour les opérateurs économiques qui nous regardent de l'extérieur. Pourtant, des entrepreneurs locaux jugent que des efforts restent à faire. Ils réclament notamment un appui financier de l'État en vue de juguler le difficile accès au financement. Il existe dans ce pays des instruments que l'État congolais a développés, mais qui sont devenus des instruments rouillés et qui n'ont jamais rendu leur service. Par exemple, nous avons tout un fonds de promotion de l'industrie. Et nous n'avons pas d'industrie. Il y a donc un problème, il faut le questionner. Et il est important que l'État congolais regarde tous ces instruments et se dise pourquoi ils n'ont pas fonctionné, comment on peut les faire fonctionner différemment. La République démocratique du Congo a mis en place des réformes pour la création d'entreprises en 2017. Depuis lors, le pays a enregistré un taux de satisfaction de 71% de l'avis des nouveaux entrepreneurs. À noter que le pays est classé 184e économie sur les 190 selon le classement 2018 de Doing Business. Au Rwanda, c'est une première. La Mercedes-Benz Fashion Week, l'un des plus grands événements de la mode au monde, est allée à Kigali pour la première fois. Les créateurs de mode venant de plus de 20 pays ont présenté leur création du 31 mai au 1er juin. Les précisions de Fraternda Kaisanga. Pour la première fois, Kigali a accueilli la Mercedes-Benz Fashion Week, l'un des plus grands événements de la mode au monde. Une vingtaine de créateurs de mode venus du monde ont présenté leurs meilleures collections du 31 mai au 1er juin 2019. Des créations inspirées par l'amour pour la mode et l'art en général comme moyen d'expression.
Aujourd'hui, j'ai présenté une collection que j'ai appelée The Black Days of Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle fut la reine de France, donc je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai montré mon amour envers elle, parce que c'était une femme qui aimait la mode. Je me suis dit, dans le monde actuel, nous avons ce problème d'égalité. Je me suis dit, il faut que je représente ça, mais d'une manière luxe et d'une manière plus positive que négative. J'ai voulu mettre l'union, c'est pourquoi il y avait le bridal pour représenter l'union, et aussi les enfants, c'est pour équilibrer. Rita Marie-Ange, une créatrice de mode originaire du Burundi. À 17 ans, elle est la plus jeune de tous les créateurs de l'événement durant lequel elle a présenté 2 de ses collections. Pour une jeune créatrice d'une expérience de 2 ans dans l'industrie de la mode, l'événement aura été une occasion pour elle d'enrichir son carnet d'adresses. J'ai eu une certaine opportunité de pouvoir rencontrer des différentes personnes, et puis je vais dire que j'ai déjà un espoir que le marché kigalien est ouvert pour tout le monde, parce que j'ai déjà reçu de contacts qui me donnent une vision de beaucoup plus prospérer, de ne pas me dire non, ça c'est pas mon pays, je pourrais pas faire. Donc c'est comme un clin d'œil pour me dire tu pourrais commencer, ça pourrait aller. Ouais. Selon les organisateurs de l'événement, cette version de Kigali a été une réussite et elle sera organisée chaque année dans la capitale rwandaise. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.